Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'épisode 2 de notre série sur le thème de l'agilité. On est toujours en compagnie de Thomas et de Richard, mais on accueille aussi Sadia. Salut Sadia, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quelques mots à propos de ton rôle chez Diggers et Finora? Donc, je suis business analyst Finora et donc je suis chez le client et je travaille en tant que business analyst. Comment est-ce que l'agilité elle répond aux besoins particuliers dans ton secteur et surtout avec des itérations rapides et des priorités qui changent souvent? Donc, l'agilité est très présente dans le secteur bancaire. Donc, tout type de projet, on utilise l'agilité. Par exemple, là, en ce moment, on utilise l'agilité à l'échelle dans mon projet actuel. Et j'ai pu également travailler sur des projets où on n'utilisait que Scrum dans des petites équipes. Donc, l'agilité à l'échelle, c'est un grand programme. Donc, il y a plusieurs équipes qui interagissent entre elles. Donc, on se synchronise et quand on est organisé dans des petites équipes, on gère notre backlog et on travaille avec les interlocuteurs de l'équipe Scrum. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les itérations rapides permettent aux clients, aux sponsors, de voir le résultat rapidement et on peut s'adapter. Donc, la flexibilité qui est ajoutée, qui est présente dans cette méthode de travail permet de voir, visualiser la valeur ajoutée très rapidement et de coup ensuite s'adapter très rapidement aussi si besoin est. Du coup, avec ta vision en tant que biais, est-ce que ça s'entrechoque avec les équipes de dev ou est-ce que ça améliore la communication entre vous? Ça améliore la communication entre nous parce qu'il y a une proximité qui se crée entre tous les membres de l'équipe. Donc, en fait, l'équipe Scrum est autonome et pluridisciplinaire. Donc, normalement, toute l'équipe est censée pouvoir produire ce qui est attendu. Donc, on peut avoir les testeurs, les développeurs, les designers, le QA, le product owner, le scrum master, tout ça, toutes ces personnes, tous ces rôles sont réunis au sein de l'équipe. Et donc, on est ensemble en train de converger vers le sprint goal pour produire. Voilà. Et au niveau de la façon dont vous interagissez avec les métiers, comment l'agilité elle a changé cette façon dont vous interagissez avec les développeurs et même les autres parties prenantes? De mon côté, en fait, c'est l'agilité, ça améliore quelque chose qui existait déjà dans les autres méthodes, c'est qu'on parle avec des gens qui ne pratiquent pas le même métier que nous, qui n'ont pas le même vocabulaire que nous, et en fait, on apprend à dialoguer avec eux. Pour moi, en tant que développeur, quand je parle finance ou comptabilité avec un banquier ou un comptable, c'est une langue étrangère pour moi. Mais plus j'interagis avec eux et plus j'apprends leur vocabulaire. Et ça me permet derrière de faire un meilleur travail parce que je comprends leur métier. Plus je passe de temps avec eux, plus je comprends leur métier, plus mon métier est meilleur. Ça fait référence aussi à certaines présentations qu'on a pu faire chez Diggers un petit peu avant. Même nous, en tant que développeurs, dans notre manière de coder, il y a certaines méthodologies, certains patterns où effectivement le langage métier est très très important, entre parenthèses le langage ubiquitaire pour ceux qui veulent regarder le DDD. Effectivement, le langage métier est hyper important. Alors du coup, finalement, avoir des méthodes agiles, et comme le disait là tout à l'heure Sadia, où finalement en fait tout le monde est réuni du coup dans cette période, donc dans ce sprint, c'est beaucoup plus facile finalement pour nous d'implémenter ce que veut réellement le métier, avec les bons mots aussi. Et puis on apprend aussi finalement beaucoup plus de choses, quoi. Et j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que comme les développeurs, grâce à cette proximité, les développeurs aussi comprennent ce qu'on est en train de faire. Donc des fois, on a des suggestions de la part des développeurs qui sont bienvenues et qui permettent d'améliorer le UI par exemple ou le mode de fonctionnement, ce qu'on avait prévu. Donc c'est une des avantages. Alors, qu'en cycle en V, comment ça se serait passé du coup en cycle en V? Vas-y, comment ça se serait Non, mais effectivement, l'avantage de la méthode agile, c'est justement l'agilité et la flexibilité. C'est-à-dire qu'on a un cahier des charges et à la fin, on a un produit qui correspond très bien au cahier des charges.
Mais on n'a pas la possibilité justement de se faire ce genre de gestion, de découvrir qu'en informatique, on sait faire quelque chose que la finance a besoin, mais qu'ils n'avaient pas réalisé à ce moment-là. Ou simplement la finance qui découvre leurs besoins au fur et à mesure qu'ils découvrent ce qu'on fait. C'est effectivement. Ça rajoute un gros côté de flexibilité en fait au projet, c'est-à-dire que même si le besoin du client change, vous pouvez vous adapter. Flexibilité, c'est vraiment le mot-clé des méthodes agiles. C'est s'adapter à la fois aux qualités et aux défauts de l'équipe, aux besoins du client qui évolue, aux besoins du produit vis-à-vis du marché. Et là, il y a un double effet qui se coule finalement sur ce qu'ils sont en train de se dire, c'est que là tout à l'heure, Sadia elle a parlé donc de l'agilité à l'échelle. Effectivement, donc ça c'est un des programmes, je ne sais plus chez quel client, peu importe, mais c'est un des gros programmes effectivement. J'ai pu le vivre aussi d'ailleurs, le fameux agilité à l'échelle. Et donc les mecs ils se sont dit super, on va commencer à faire de l'agilité et puis on va un petit peu éduquer en fait nos équipes pour pouvoir faire tout ça. Ça va nous permettre de pouvoir rajouter des fonctionnalités entre chaque sprint ou je sais pas trop quoi, et peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce double effet qui se coule finalement, à ce retour des développeurs dans l'autre sens qui disent mais attendez, c'est peut-être pas une bonne idée finalement de faire ça ici parce que... Et ça, je pense que même dans la tête de ceux finalement qui ont mis en place ce programme, ils ne s'attendaient pas en fait à tous les bienfaits derrière, à mon avis, qu'il y a pu avoir. Et c'est pour ça rejoint un petit peu la question qu'on s'était posée là, dans le dernier podcast sur est-ce que finalement on devrait adopter l'agilité tout le temps. Pour moi, dans ce genre de métier, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Alors oui, à mon avis, oui, il y a beaucoup de gains, on les a évoqués. Moi, de mon point de vue, en fait, il y a aussi un coût, c'est-à-dire qu'il faut éduquer les équipes, il faut mettre en relation tous les acteurs. C'est pas neutre, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Il y a aussi un autre facteur qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, c'est qu'il y a certains projets sur lesquels c'est tout simplement pas possible. Un peu comme dans le domaine des BTP dont je parlais lors du dernier podcast, c'est que quand on construit une maison, on commence par réunir les deux acteurs, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre. On leur fait signer un contrat dans lequel ils s'engagent l'un à payer et l'autre à construire, et on se réunit un an plus tard avec une maison qui est construite en accord avec le contrat. En informatique, on fait encore ce genre de choses, en particulier quand on a des acteurs qui n'appartiennent pas à la même entreprise. Quand on a effectivement une banque qui demande à un prestataire de développer un logiciel en extérieur, on est obligé de signer un contrat. Et à partir du moment où on signe un contrat, ça veut dire cahier des charges et ça veut dire cycle en V en général. L'agilité n'a pas sa place. Ça a été essayé et ça ne marche pas vraiment. Et au niveau de la rentabilité, comment est-ce que vous mesurez la réussite d'un projet agile ? Donc, pour mesurer la rentabilité d'un projet, on a plusieurs KPI. On peut regarder ces KPI. On peut regarder, par exemple, la vélocité. La vélocité, c'est ce qu'on produit, la capacité à produire de l'équipe. Donc, ça se mesure. Au début, on peut commencer à travailler parce qu'on n'en a pas d'exemples déjà concrets. Donc, on va commencer par faire des sprint tests. Et au fur et à mesure, au bout de 2-3 sprints, on sait qu'on arrive à produire on arrive à livrer autant de user stories dans chaque sprint. Donc, on va définir que notre capacité, par exemple, on va livrer 60 user stories. Là, je dis trop. Disons 20 user stories par sprint. Et donc, avec ça, on va planifier les prochains sprints. À chaque fois, on va prendre... en fait, ce sera des user stories qui sont réalisables dans le sprint. Donc ça, c'est vélocité. On peut par exemple mesurer la vélocité avec les burn down charts pour voir. Donc il y a des plugins dans Jira, par exemple, qui permettent de mesurer combien de temps a été dépensé, combien de user stories ont été livrés. Et qu'est-ce qui n'a pas été livré ? Donc, ce qui n'a pas été livré, c'était peut-être trop. Donc, la prochaine fois, il faut enlever. Il y a aussi le nombre de bugs, par exemple, qu'on peut avoir identifié dans le sprint. Donc, s'il y en a trop de bugs, pourquoi ? Donc, on peut essayer de voir. Ça, c'est aussi un KPI. Aussi, les nombres de bugs en prod. Donc, ça permet de voir la qualité des développements. Si on a trop de bugs en prod, pourquoi ? Il
Il y a aussi les régressions. Si on a beaucoup de régressions à chaque fois qu'on livre quelque chose, c'est pas bon non plus. Il y a le taux d'avancement, du coup. C'est est-ce qu'on a un comité, est-ce qu'on a livré. Est-ce que ça rejoint un petit peu la vélocité, mais donc c'est le taux d'avancement. Est-ce qu'on a été capable de livrer tout ce qu'on a promis? Si on n'a pas pu livrer, pourquoi? Donc des fois c'est normal parce que on a ajouté par exemple au cours de sprint des choses qui n'étaient pas prévues, donc le backlog a été changé, donc c'est normal. Mais des fois il y a par exemple unplanned leave. Donc un développeur n'est pas disponible et on n'a pas pu terminer ce qui était prévu. C'est vraiment des indicateurs, là, du coup, en termes voilà, de nombre des trucs qui nous permettent effectivement d'améliorer même la méthodologie. Comme on a dit au début, il y a des sprints de tests et au fur et à mesure, du coup, on s'améliore. Moi, j'ai envie de parler encore d'un autre truc. Radim, il a parlé du côté humain tout à l'heure et on pourra presque donner un indicateur sur le nombre de sourires à la fin. Comment dire? Moi, je vais être honnête, hein, depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai vécu la transition, je me sens beaucoup mieux en fait, du coup, dans l'équipe. Et c'est pour ça, j'aime beaucoup, comment dire, voilà, le côté vraiment indicateur, key performance, du coup, indicateur, là, les KPI. Mais il faut vraiment aussi penser que parce que finalement, on est beaucoup plus proches les uns des autres, je pense que, surtout avant Covid, l'ambiance au travail aussi, elle était un petit peu différente finalement sur un plateau qui était agile versus un plateau qui était waterfall ou cycle en V. Donc pour moi, le nombre de sourires est beaucoup plus important finalement dans un projet en agile que sur un projet du coup en cycle en V. Je suis d'accord parce que comme il y a une proximité entre les membres de l'équipe et dès qu'il y a un problème qui est détecté, on essaie de résoudre tout de suite. Donc un développeur, s'il ne comprend pas quelque chose, il va aller voir les biais et le product owner, ils peuvent solliciter les sponsors ou le métier pour rapidement résoudre le problème. Donc comme on arrive à résoudre les problèmes rapidement, ça permet de positiver. Et donc, il y a une ambiance qui est très, très positive dans cet environnement. Et ça, c'est grâce à la communication, du coup, entre chaque métier. Oui, effectivement. L'agilité, effectivement, rapproche les acteurs et donc elle rapproche elle met en relation, effectivement, les personnalités, les différents corps de métier pour un objectif commun. C'est effectivement un bénéfice qui se retrouve au niveau humain, ça. Oui, en fait, il y a 3 piliers de Scrum. Il y a transparence, ensuite il y a inspection et ensuite adaptation. Donc la transparence, c'est ce qu'on voit tout de suite s'il y a des problèmes et ensuite on inspecte ce qui a été fait, ce qui n'est pas bien fait et on s'adapte tout de suite. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a une des cérémonies que j'aime beaucoup, c'est ma préférée. Souvent oubliée d'ailleurs, j'ai l'impression en agilité, c'est le sprint rétro. Donc en fait c'est la démo. Et en fait à la démo du coup il y a un peu tout le monde. Non, rétro, le démo, c'est dans Sprint Review. Sprint Review, merci. Ouais, exactement. Et donc, il y a tous les acteurs, les testeurs, les développeurs, le PO, le PM. Et il y a un truc que j'ai apprécié souvent, c'est que c'était la première fois, par exemple, que j'entendais le PO rigoler. Parce que pour moi, c'était quelqu'un qui était absolument pas humain. Qui donnait juste des ordres, entre guillemets, et voilà. Et puis, quand on est là à la démo et que finalement tout le monde est autour de la table et que tu l'entends rigoler et tout, avec toi pour la première fois, tu te rends compte effectivement tout simplement d'abord que c'est une personne. Et puis, pour avoir du coup, encore une fois, fait le cycle en V, là, tout de suite, voilà, pour moi, c'est un plus absolument énorme. Alors, moi, je l'ai déjà entendu rigoler avant, mais effectivement, c'est une cérémonie qui effectivement est beaucoup plus détendue, beaucoup plus humaine, moins centrée sur atteindre un objectif, travailler. Elle est plus effectivement sur regarder en arrière et améliorer les choses. Et effectivement, ça fait beaucoup intervenir l'aspect humain. En fait, tu vois tout le côté humain que tu ne peux pas voir avec les autres. C'est plus difficile pour moi, en tout cas sur le cycle en V, de voir ça. D'ailleurs, dans Sprint Planning aussi, comme on prend en compte la capacité de l'équipe pour planifier les user stories, ça aussi on prend en compte vraiment l'aspect humain. On ne charge pas les développeurs ou toute l'équipe avec
plus de choses. Ok. Je pense qu'on a fait le tour du coup de la question pour cet épisode. Merci d'avoir répondu aux questions. On se retrouve du coup dans l'épisode 3 pour parler de l'avenir et des perspectives de l'agilité. À très vite sur Take Out.